un balado à découvrir. Je m'appelle Olivier Bernard. Depuis que j'ai abordé la maladie de Lyme il y a quelques années dans mon émission de télé, plusieurs malades me disent que j'avais tort. Est-ce que ça se pourrait que j'ai manqué quelque chose? Dérive, à écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mardi 17 juin. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être avec nous en ce début de journée. Encore une fois marqué par ce qui s'est passé au cours des dernières heures entre Israël et l'Iran. De nouvelles attaques au cours des dernières heures. Un affrontement qui ne montre aucun signe d'apaisement. Beaucoup d'inquiétudes dans la communauté internationale. Téhéran qui menace d'ailleurs d'intensifier ses attaques contre Israël. On va faire le tour des derniers développements ensemble. Puis on va parler de l'impact que ça a eu sur le G7. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous parler, évidemment, des discussions qu'il y a eu au G7 hier à Kananaskis, en Alberta, et la situation au Moyen-Orient qui a précipité le départ hier soir de Donald Trump, le président américain. Pour l'instant, Vincent Maisonneuve est à mes côtés à cette heure-ci. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Donc, je le disais, les affrontements, les tirs de missiles se sont poursuivis au cours des dernières heures. Exactement. Et les déclarations politiques également. Donald Trump qui, sur Truth Social, a suggéré à la population de Téhéran de quitter la ville. Pas évident, 9 millions d'habitants. C'est pas si facile de fuir comme ça. Et le président américain qui presse Téhéran à abandonner son programme nucléaire. Et pendant ce temps, vous avez le premier ministre israélien, lui, qui de plus en plus semble envoyer le message qu'il faut un changement de régime en Iran. Bref, c'est une situation qui, en quelques jours, il y a eu une forme d'escalade, non seulement sur le plan militaire, mais également sur le plan diplomatique et politique. Et ça vient bouleverser effectivement bien des ordres du jour. On va y revenir donc avec les derniers développements dans les prochaines minutes. Faisons le tour des prévisions de la météo pour la journée avec Véronique Méran. Bonjour Véronique. Bonjour. On le sent déjà, ça va être chaud, ça va être humide aujourd'hui. Là, c'était vraiment une nuit d'été. Oui, tout à fait. Une nuit d'été avec des températures qui dépassent la barre des 20 degrés à cette heure-ci à Montréal. Donc, 21, ça varie entre 15 et 20 degrés un peu partout, là, sur le sud, sur le centre du Québec ce matin. Des températures élevées, oui, c'est du 26, 27. On va dire 24 à 27 au thermomètre. L'indice humidex va nous amener à 32, 33 en termes de sensation. Est-ce qu'il fera beau? Je dirais moyen. Parce que c'est Expliquez moyen. C'est pas une journée qui va être gâtée, là. On se dit pas, il va pleuvoir aujourd'hui. Une petite averse, probabilité de 30 %. On a eu quelques gouttelettes tôt ce matin. Il pourrait y en avoir quelques-unes ici et là. Mais de façon générale, c'est un ciel variable. Donc, en mélange soleil-nuage, un petit peu de vent. Sud-ouest, 20-40 km à l'heure cet après-midi. Une autre nuit d'été à venir, 21. Les températures resteront autour de 21 à Montréal, 16-18 en secteur montagneux. Et là, demain, mercredi, oui, ce sera nuageux avec éclaircies le matin, mais en après-midi, la probabilité d'averse, le risque d'orage, il est plus élevé. Donc, mercredi après-midi, fin de journée, 60 % c'est la probabilité. Les températures auront le temps de s'élever encore, 26-29 au thermomètre, l'humidex 35-37. Et jeudi, je dirais que c'est la journée la plus maussade, là, avec une petite pluie qui va rester bien présente et des températures élevées, 24 à 26 quand même, sous la pluie, avec l'indice humidex près de 35. Ça redeviendra un peu moins collant vendredi, avec des températures qui vont redescendre légèrement là, pour la fin de la semaine, un ciel qui va se dégager aussi. Donc, dans l'ensemble, c'est de la chaleur, c'est de l'humidité, c'est de l'instabilité qu'on aura au menu. C'est le cas du côté de l'Abitibi également. La probabilité d'averse, le risque d'orage, il est de 60 % cet après-midi. Le maximum est de 26. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. Plutôt belle journée, ciel variable dans l'ensemble. 26-28 degrés, 22 pour la Côte-Nord. Probabilité d'averse, 30 % seulement aujourd'hui. En territoire ontarien,
On a des nuages un peu partout. La pluie s'estompe sur le nord de l'Ontario. On regardera quelques averses résiduelles aujourd'hui. Ça sent nuage du côté de Sudbury. Quelques précipitations à venir cet après-midi. C'est du 23-26 pour le nord et le centre de l'Ontario. On est plus près de la barre des 30 là, lorsqu'on arrive vers Toronto, Windsor, avec un ciel assez couvert aussi. Pas tant de précipitations, c'est 30 seulement la probabilité. Même chose pour Ottawa, un ciel plus variable, 27. L'humidex est à 33. C'est lourd et collant pendant que dans l'ouest, ça se rafraîchit tranquillement. On a des températures dans la jeune vingtaine pour Edmonton et Calgary. C'est du 22-23 degrés, pas plus. Assez variable avec une probabilité d'averse, un risque d'orage en après-midi. Beau temps pour le sud de la Saskatchewan et du Manitoba, 25-26. Et quand je parlais de fraîcheur, ce sont des températures une dizaine de degrés sous la normale qui attendent les provinces de l'ouest là, vers la fin de la semaine. Alors, même si ce n'est pas des précipitations, le temps plus frais, ça va aider pour les feux. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. A playoff gem from Jalen Williams. But the Thunder have the answer. It's 3-2. OKC in front. Alors, OKC, ça c'est Oklahoma City, c'est le Thunder d'Oklahoma City. On est au basketball. Lugansdor, le Montréalais et son équipe ne sont plus donc qu'à une victoire du trophée, de mettre la main sur le trophée de champion de la NBA. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, l'équipe s'est rapprochée encore un peu plus du trophée Larry O'Brien. Parce qu'hier, ils ont très bien joué à la maison. Ils ont évité les pièges à nouveau. Une énorme performance d'un de leurs jeunes joueurs, Jalen Williams, qui a marqué 40 points dans le match d'hier et ça a été une victoire de 120-109 pour le Thunder d'Oklahoma City, qui est effectivement qu'à une victoire du trophée du championnat de la NBA. Et hier, ça a été une bonne performance, oui, de Jalen Williams. Ça a été un sommet pour lui en séries éliminatoires, 40 points pour le jeune joueur, mais il y a aussi 31 points marqués par Shai Gilgeous-Alexander, qui encore une fois a ajouté un autre match de plus de 30 points dans cette série finale. Le Québécois Lugansdor aussi a marqué 9 points dans ce match pour le Thunder pour ainsi forcer les Pacers, ou en fait placer les Pacers dans les câbles dans cette série. Hier aussi dans le match, Tyrese Haliburton, qui est un des très bons joueurs des Pacers de l'Indiana, s'est blessé au mollet droit, a été diminué. Aucun point lors de la première mi-temps, imaginez. Donc ce sera peut-être la petite ombre au tableau là, pour ce match, parce que là, on revient à la maison, oui, mais dans quel état physiquement seront les joueurs pour ce match numéro 6? Match numéro 6 qui aura lieu jeudi. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter les commentaires de Shai Gilgeous-Alexander. On revient là, chez le Thunder d'Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander qui parle du travail de Jalen Williams hier, à quel point il a été important au sein de cette équipe. On l'écoute. I'm not surprised by his performance tonight. Like, the kid works super hard. He has the right intentions. He deserves this moment. Now with that being said, we have one more game. Donc, il a travaillé très fort pour en être où il est maintenant. C'est quelqu'un qui a la bonne attitude. Et un peu plus tard, il disait aussi, bon, oui, il a eu cette performance de 40 points hier, mais je sais qu'il n'est pas satisfait. Ce qu'il veut, c'est la victoire, c'est le titre. Donc, il s'en arrêtera pas là. Donc, quand même, là, un jeune joueur de 24 ans, là, Jalen Williams, qui est en train de se faire un nom sur le circuit de la NBA. Donc, on surveillera ça jeudi pour le match numéro 6, à savoir si le Thunder pourra éviter de jouer un match numéro 7, qui sont toujours très enlevants. Oui, effectivement. Au tennis, Leilani Fernandez a réussi sa rentrée à Nottingham. Parce qu'elle jouait son match de premier tour contre Suzanne Lemmens, une victoire arrachée en 3 manches de 6-3, 4-6, 7-5. Elle est toujours en attente de sa prochaine adversaire. D'ailleurs, aujourd'hui, il faudra garder un œil sur les Canadiens parce qu'il y en aura plusieurs sur les cours au cours de la journée. Si on reste du côté des femmes, il y a Bianca Andreescu qui fera ses débuts ce matin. Elle joue au tournoi de Berlin. Puis chez les hommes, les 3 Canadiens seront en action. Félix Auger-Aliassime contre Laszlo Djere et un peu plus tôt, il y a Denis Shapovalov qui jouera contre le Français Hugo Humbert. Ça, c'est au tournoi de Halle en Allemagne. Et il y a aussi Gabriel Diallo qui sort tout juste de cette victoire remportée la semaine dernière et qui sera en action ce matin, qui jouera contre le Britannique Billy Harris. Donc, grosse journée pour les Canadiens. Il faudra garder un œil là-dessus. Puis en terminant ce soir, il faudra garder un œil aussi sur le hockey. Cette finale de la Coupe Stanley qui opposera les Panthers aux Oilers. Les Panthers, oui, qui sont dans le siège du conducteur, et les Oilers, eux... pourraient se gagner ce soir. Oui, pour être éliminés ce soir. Les Panthers qui mènent cette série 3-2, et les Panthers seront à la maison d'ailleurs, donc un bel avantage pour un match numéro 6. Soit-on un match numéro 7. Souhaitons-nous un match numéro 7. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Olivier. Salut, bonne journée. Au revoir.
Encore de fortes explosions entendues ces dernières heures à Tel Aviv, à Jérusalem aussi, en Iran. La télévision d'État, vous avez peut-être vu ces images, a été la cible de l'armée israélienne. Donc, on voyait cette présentatrice en plein bulletin de nouvelles, de ce que l'on comprend. Et donc, une bombe frappée l'édifice en question. Les échanges de tirs de missiles, donc, qui se poursuivent pour une 5e journée. Vincent Maisonneuve, donc, va faire le point avec nous. Le premier ministre israélien, ne s'en cache pas. Il veut voir un changement de régime à la tête de l'Iran. Oui, vous savez que le premier ministre Netanyahou a multiplié les sorties publiques, les points de presse, les entrevues dans les dernières 24 heures en parlant de l'opération militaire menée par Israël en Iran. Benjamin Netanyahou a utilisé l'image d'une intervention pour éradiquer un cancer et qu'il fallait retirer la tumeur, en retarder la progression à tout le moins. Dans un autre segment qui a été partagé par les agences de presse, il parle d'un traitement de canal, bref, d'une visite chez le dentiste, tout cela pour éradiquer ce qu'il qualifie être des forces du mal en Iran. Donc oui, l'offensive israélienne vise les systèmes de missiles iraniens. Oui, l'opération vise à freiner toute forme d'ambition nucléaire de Téhéran. Mais après avoir décimé les milices soutenues par l'Iran, comme le Hamas dans la bande de Gaza ou le Hezbollah libanais, le premier ministre israélien tente clairement de créer un momentum dans le but de renverser le régime iranien. D'ailleurs, il y a quelques jours, des sources au sein de l'administration américaine ont révélé que les forces israéliennes avaient un plan pour éliminer le guide suprême iranien, ce à quoi le président Trump se serait opposé. Bon, parlant du président Trump, on va revenir sur sa présence au sommet du G7, mais il a quitté hier en soirée pour se concentrer sur cette crise. Et il a même, dans une déclaration écrite, suggéré aux Iraniens de fuir Téhéran. Voilà, et il a pressé le régime d'abandonner son programme nucléaire. La question qui se pose, c'est jusqu'où ira le président américain? C'est vraiment la grande question actuellement. Pendant ce temps, le premier ministre israélien, lui, s'est adressé directement aux Iraniens dissidents, aux membres de la société civile qui s'opposent au régime islamiste en place à Téhéran. Benjamin Netanyahou leur a dit que les Iraniens opposés au régime avaient maintenant l'opportunité de retrouver leur liberté. These dictators in Iran, sure, they fear us. But they fear you, the people of Iran, even more. 80%. Le régime iranien a surtout peur d'une révolte de la population iranienne, dit-il. Le premier ministre Netanyahou estime qu'une vaste majorité de la population iranienne est contre ce régime, qu'Israël vient de provoquer l'étincelle de la liberté et que c'est au peuple iranien d'en saisir l'occasion. Oui, comme s'il souhaite un soulèvement populaire, effectivement, de la population en Iran. Pendant ce temps, les populations civiles, on peut l'imaginer, de part et d'autre, doivent vivre des moments d'angoisse. Une 5e nuit de sirènes, d'explosions dans plusieurs villes israéliennes, vous l'avez dit d'entrée de jeu. C'est beaucoup plus difficile de savoir comment ça se passe réellement en Iran. L'information est beaucoup plus contrôlée. Pour avoir une idée de ce qui se passe, on peut cependant se tourner vers des membres de la diaspora iranienne. On va écouter Sherazade Adib. Elle était à 24-60 avec Anne-Marie Dussault hier soir. Ce qu'elle dit, c'est que la population de Téhéran est présentement sous le choc depuis le début des attaques. Ce qui a commencé par des opérations militaires ciblées, c'est comme traduite en une vraie guerre dans le pays, dans les villes. Vous savez que la population n'est même pas protégée par le régime islamique. Il n'y a pas de sirène, par exemple. Il n'y a pas d'abri. Alors, pour un régime qui, depuis 40 ans et quelques années, se prépare pour une guerre, il n'y a pas d'abri pour la population. Donc, on peut bien parler de libération, mais la peur, elle, est toujours bien présente. Les populations, les civils qui vivent encore pour une 5e journée sous les bombes. Merci beaucoup, Vincent. On va poursuivre sur ce même sujet parce que vous vous en doutez, c'est dans une d'à peu près tous les grands quotidiens. Marie-Jeanne Dubreuil est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, Mathieu. Effectivement, donc, ces tensions, cette escalade, ces tirs de missiles retiennent l'attention un peu partout dans le monde. Oui, et on pose beaucoup de questions sur la suite des choses, je vous dirais, Mathieu. Vincent a mentionné l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la République islamique. Le Devoir pose la question, où est-il? Et ce qu'on comprend, c'est qu'il serait terré dans un bunker avec son fils, qui est pressenti d'ailleurs pour lui succéder. Il a d'ailleurs déjà survécu à des tentatives d'assassinat en 1981, comme nous le dit le Toronto Star. Mais ce conflit, ça pourrait être son dernier combat. C'est du moins ce que dit le quotidien torontois. Et d'ailleurs, le premier ministre israélien Netanyahou a affirmé que tuer Khamenei va mettre fin au conflit. C'est du moins ce qu'on peut lire du côté du Journal de Montréal. C'est intéressant. Vous avez parlé de la diaspora iranienne à travers le monde. Ça peut être intéressant de voir comment les Iraniens
perçoivent le conflit, et c'est ce que j'ai tenté de faire ce matin. Ce qu'on comprend, c'est que c'est pas tout blanc, pas tout noir. En fait, les Iraniens passent par une gamme d'émotions, raconte le Washington Post. On nous dit qu'ils sont entre espoir et désespoir, célébration et appréhension. Il y a ce désir secret de voir la République islamique tomber et la crainte en même temps des conséquences imprévisibles de la guerre. Il y a notamment un Iranien qui est cité dans le magazine Newsweek qui dit « Je connais les crimes du régime iranien, mais ça ne veut pas dire que je veux que mon peuple soit bombardé, que les gens soient mutilés, tués ou leurs maisons détruites. » Donc, évidemment, il y a un lien à faire avec le G7 parce que ça a été un des sujets de discussion hier et la raison officielle du départ de Donald Trump. Et là, il y a votre journaliste qui reviendra sur la première journée du sommet dans les prochaines minutes. Mais on en parle aussi dans les médias de ce sommet du G7. Et d'ailleurs, le Globe and Mail nous parle de ce dont on parle. Donc oui, l'Iran, les accords commerciaux, mais aussi de ce dont on ne parle pas. Le Globe and Mail met en lumière à quel point l'Afrique est le grand perdant, la grande perdante dans toute cette histoire de sommet du G7. Parce qu'on ne parle en rien de ce qui se passe au Soudan, au Congo, dans le Sahel et surtout des grandes coupes budgétaires qu'il y a eu en matière d'aide internationale. Et le groupe Oxfam qui dit que les pays du G7 ont diminué leur aide à l'Afrique d'environ 28 % dans les prochaines années et que ce serait la plus grande coupe depuis 1960. Ça va pousser plusieurs Africains vers la pauvreté, selon Oxfam. Une enquête du Devoir de ce matin révèle des pratiques douteuses en matière d'immobilier. Oui, donc des propriétaires qui profitent d'une lacune dans le Code civil en faisant signer à des locataires un contrat de villégiature plutôt qu'un bail de logement. Et ça permet notamment d'exiger un dépôt de garantie, ce qui est illégal pour un bail résidentiel. Et ce sont des pratiques que dénoncent des avocats en droit du logement et un travailleur temporaire dans le Devoir ce matin. On ne remet pas en question le contrat en soi. Ça peut être utile notamment pour des hôtels, pour des auberges, etc. Mais que dans le cas d'un bail immobilier, quand l'intention est détournée, c'est là où il y a un problème. Il y a 3 décisions du tribunal administratif du logement qui ont été rendues depuis le début de l'année portant sur ce type d'évasion-là. Et dans le même dossier, le Devoir nous parle d'un chemin de croix qu'a fait un homme qui s'est fait évincer par un propriétaire qui avait utilisé le contrat de villégiature pour lui louer son logement. Donc, on parle vraiment de cette problématique-là, d'autant plus qu'on est à l'aube du 1er juillet. Donc, plusieurs personnes peut-être qui cherchent encore des baux locatifs. Donc, faire attention à cette clause-là, de bien vérifier de quel type de contrat on parle. Autre sujet qui retient l'attention ce matin, Mathieu, c'est l'utilisation des déchets par les Québécois. Disons qu'on est loin en matière de production des déchets. Là, selon le dernier bilan de Recyc Québec, c'est dans la presse et le Devoir également. On parle de plus d'1 million de tonnes de matières recyclables qui se retrouvent au dépotoir chaque année par les Québécois. Et on encourage du côté de Recyc Québec à faire encore plus de triage, s'assurer qu'on fait bien le tri de ces déchets lorsqu'on les met soit à la poubelle ou dans les différents bacs qu'on a. Et évidemment, dans les médias, on revient sur cette fillette de 3 ans qui est toujours recherchée dans le Grand Montréal, le Journal de Montréal qui consacre un dossier complet pour bien situer les recherches en Montérégie-Ouest, à Coteau-du-Lac, Saint-Polycarpe également, et même dans l'est de l'Ontario. Et on revient sur les grands événements de ces recherches pour la retrouver. Oui, des recherches qui devraient reprendre ce matin avec le lever du jour. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée. Alors, revenons sur ce sommet du G7 qui a lieu à Kananaskis, en Alberta, avec ce départ précipité du président américain Donald Trump hier soir. Jean-Philippe Robillard est avec nous pour faire le bilan de tout ça. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, il est rentré, M. Trump, à Washington hier en soirée en raison de la situation au Moyen-Orient. Et ça, évidemment, vous en avez parlé, là, ça va bousculer l'agenda du sommet, hein, alors que le président, on le sait, devait passer la journée encore ici, avoir différentes rencontres bilatérales. Il est retourné donc plus tôt hier soir à Washington, tout de suite après le grand dîner des dirigeants. Alors, après avoir demandé aux Iraniens hier au cours de la journée d'évacuer Téhéran, donc Donald Trump qui veut vraiment se concentrer, Mathieu, sur la crise au Moyen-Orient, sur cette escalade de violence entre l'Iran et Israël. Il y avait d'ailleurs, semble-t-il, une réunion de son conseil de sécurité qui était prévue hier soir, là, dès son arrivée à Washington. Et on sait qu'Israël fait beaucoup pression pour une intervention militaire là, des Américains en Iran. Alors, il faudra voir la décision qui sera prise là, par le président américain. Et fait intéressant, contrairement à ce qu'a affirmé le président français, vous l'avez sans doute entendu, Emmanuel Macron, le président Trump soutient qu'il n'est pas retourné à la Maison-Blanche pour un cessez-le-feu, mais pour quelque chose, comme il aime
j'aime si bien le dire, pour quelque chose de vraiment plus gros que ça. Alors, on écoute ce que disait le président Macron avant d'être contredit par le président américain. Et je remercie le président Trump de son engagement. Il puisse obtenir ce cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Il y a une offre qui a été faite surtout d'avoir un cessez-le-feu et d'enclencher justement des discussions plus larges. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc il faut maintenant voir ce que les parties prenantes suivront. Mais je vous le dis, mon souhait c'est qu'aujourd'hui le feu cesse. C'est qu'aujourd'hui en particulier les populations civiles soient préservées. Et c'est que toutes les parties reviennent autour de la table. Et ce message que ça envoie, Mathieu, le départ du président américain, c'est que pour Donald Trump, la résolution du conflit, de toute évidence, ça ne passe pas par les décisions du G7, mais bien par la Maison-Blanche. Donc, il y aura sans doute de la déception de ce côté-là. Déception, certainement, pour la présidente du Mexique, là, qui souhaitait un tête-à-tête avec Donald Trump pour discuter des tarifs douaniers. Déception également pour le président ukrainien qui sera là aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, qui souhaitait également un face-à-face avec Donald Trump pour avoir, entre autres, davantage d'aide militaire des Américains. Là. Mais avant son départ, dans la journée d'hier, il a quand même eu, M. Trump, un tête-à-tête avec le premier ministre canadien Mark Carney. Oui, et même si les deux hommes ont une rencontre qui a été qualifiée, Mathieu, de cordiale sur les questions commerciales, sur les échanges commerciaux entre les deux pays, il y a toujours des différends qui subsistent. On écoute le président américain. Alors, Donald Trump qui a affirmé qu'il croit dans les tarifs douaniers. Selon lui, c'est simple et facile, alors que selon le président américain, le premier ministre canadien a une idée plus complexe, mais qui est, selon Donald Trump, une bonne idée aussi. À l'issue de la rencontre, et malgré qu'il y a le fait qu'il n'y ait pas d'entente, la délégation canadienne s'est dite optimiste. On écoute le ministre Dominique Leblanc. On s'est convenu de se rencontrer encore une autre fois cette semaine et d'élaborer un échéancier qui va nous arriver le plus vite possible. Je comprends. Moi, j'aurais aimé que ce soit 2 semaines passées. Mais ça n'a pas été le cas, de toute évidence. Donc, Donald Trump et Mark Carney, là, Mathieu, qui se sont donné un échéancier de 30 jours pour parvenir à un accord commercial, mais également un accord sécuritaire entre les deux pays, semble-t-il pour mettre fin à la guerre commerciale. Oui. Il semble-t il qu'ils gardent contact. Ça se texte, de ça toute évidence. Alors, on verra. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonne journée. Au revoir. Voilà donc pour cette édition d'À la Une, entre autres, ce que l'on va surveiller, bien sûr, cette situation qui évolue entre Israël et l'Iran. Sinon, Marie-Jeanne en a glissé un mot ce matin. Ses recherches pour retrouver une fillette de 3 ans portée disparue dans la grande région de Montréal vont se poursuivre, doivent reprendre ce matin. Il y a eu une interruption des recherches comme telles sur le terrain pendant la nuit, reprise évidemment avec le lever du jour, ce qui ne veut pas dire que les policiers n'ont pas poursuivi leur travail. Donc voilà essentiellement ce qui va retenir l'attention aujourd'hui. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Moi, je vous retrouve dans les radiojournaux du matin. Bonne journée, bon mardi.